Alors, je reçois Karine Bianucci, qui coordonne les actions entre les associations d'aide aux victimes et la police nationale, dans le cadre de l'opération Hashtag Aide ta collègue que nous avions lancée avec Webscran et la marraine Blandine Métayer pour lutter contre les violences conjugales et qui a été reprise cette opération par notamment le groupe EDF, par PSA Poissy. Et on va venir faire le point sur le rôle des associations d'aide aux victimes et comment on fait quand on s'aperçoit que sa collègue de travail est victime de violences conjugales pour essayer de lui tendre la main et de la sortir de là. Alors bonjour Karine. Bonjour. Alors, si je suis témoin de violences subies par ma collègue de travail, quelle attitude dois-je avoir? Alors, il faut comprendre dans un premier temps le comportement de la personne que vous avez en face. Il faut comprendre qu'elle est dans un processus et qu'elle n'est pas forcément prête à délivrer, en tout cas à se livrer à vous et à parler des violences qu'elle subit au domicile. Ce sont des violences qui sont plutôt secrètes puisqu'elles se produisent à huis clos, comme on le sait. Et il est important de connaître son état psychologique. Cette victime, il faut le comprendre, se trouve dans un processus, elle est sous emprise de son agresseur, elle a honte d'en parler, elle est parfois dans la culpabilité et elle n'est pas forcément prête. Il faut comprendre qu'une femme va se déplacer par exemple 7 fois dans un commissariat avant de se décider à déposer plainte. Elle va se présenter 9 fois auprès d'une association avant d'être prise en charge et d'ouvrir un dossier. Donc, la libération de la parole n'est pas forcément si facile que ça. Elle est dans un cycle de violence, ça c'est important de se renseigner à ce sujet, où elle peut se retrouver dans ce cycle où il y a une phase de tension, une phase d'agression, une phase de culpabilisation et une phase de lune de miel. Selon la phase où elle va se retrouver, eh bien, elle pourra être fermée au dialogue. Ce qui est important, c'est de lui proposer un espace de parole, de ne pas juger, de la mettre en confiance, de lui dire qu'en fait, en effet, les violences sont interdites, qu'elles sont punies par la loi. Il ne s'agit pas d'un conflit de couple, il s'agit de faits vraiment qui sont immoraux et qui sont répréhensibles par la loi. Lui proposer, surtout l'aider dans sa démarche. L'aider comment? Eh bien, en la valorisant, puisque c'est une personne qui a perdu toute estime d'elle, très souvent, donc en la valorisant dans sa démarche, en l'accompagnant, en la dirigeant vers toutes les associations, parce qu'il faut savoir qu'une femme victime de violence conjugale n'est pas seule, contrairement à ce qu'elle peut penser et à ce que l'auteur lui fait penser. Alors, le premier geste, c'est celui que nous avons proposé avec Blandine, c'est d'accrocher sur son bureau, sur son fond d'écran, ce hashtag Aide ta collègue. Ce hashtag veut dire « si tu as besoin, viens me voir ». Donc une fois qu'elle est venue, c'est que déjà elle a fait le premier pas. Oui, c'est vrai, c'est très bien, et là il faut en profiter. Et il faut en profiter et voilà, créer cet espace de parole qui est très important. Il va falloir lui proposer toutes les alternatives qu'il existe. Le dépôt de plainte, les associations, dénoncer ces faits sur une plateforme en ligne, alors que vous pouvez soit aller sur le service public, ou alors vous allez directement sur Stop les violences. Alors, on va mettre ici les adresses mail pour que vous puissiez avoir accès rapidement. Alors, on peut le faire sans sortir de chez soi. Sans sortir de chez soi, à partir de votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, vous pouvez, vous, en tant que témoin, dénoncer des faits ou l'encourager, elle, à aller sur ce portail en ligne qui s'appelle la Plateforme nationale des violences sexistes, des signalements des violences sexistes et sexuelles, qui englobe les violences sexistes et sexuelles, comme elle le dit, mais également les violences conjugales. Elle est mise en relation par chat avec un policier ou un gendarme qui est spécialement formé, qui va l'orienter vers le dépôt de plainte ou un accompagnement et qui va envoyer au service de police un signalement pour que la personne soit effectivement prise en compte. Alors, on a lu dans les journaux qu'il y avait eu une explosion des cas de violence conjugale pendant cette période de confinement. Est-ce que vous avez pu le vérifier, vous, dans les commissariats des Bouches-du-Rhône? Alors, on peut difficilement le quantifier parce qu'en effet, il est logique de penser que les femmes ne pouvaient pas sortir aller si facilement auprès d'un commissariat. Par contre, il a été développé un tas de dispositifs pour les aider justement à dénoncer ces violences, c'est-à-dire par exemple le 114. Le 114 qui est un appel d'urgence pour les personnes malentendantes, sourds et muets. C'est un système pour alerter la police via le SMS. Donc elle pouvait être enfermée dans une chambre, elle pouvait être enfermée dans les toilettes ou dans la salle de bain et appeler les services d'urgence de la police nationale ou la gendarmerie. Deuxièmement, il y avait le portail en ligne on a essayé de faire une grosse promotion là-dessus et on a sollicité les pharmaciens. Ça, c'était très intéressant. On a eu des cas, d'ailleurs, à Marseille. La personne pouvait
aller auprès de sa pharmacie, dire qu'elle a acheté une boîte de Doliprane, pourquoi pas, pour ne pas citer de marque, et dénoncer et dire qu'elle était en danger. Les pharmaciens avaient un protocole et ils alertaient directement la police et on prenait la victime en charge directement à la pharmacie. Alors, quand vous dites prendre la victime en charge, ça signifie quoi exactement? Alors pour les services de police, ça va être la conduire dans un commissariat pour déposer plainte. Ensuite, la prise en charge n'est pas seulement avec la police aujourd'hui, on n'a pas seulement une prise en charge judiciaire. Il existe des pôles psychosociaux dans les commissariats. Par exemple, à Marseille, vous avez 3 divisions. Vous avez un psychologue police et vous avez un intervenant social en commissariat qui va accompagner sur le plan psychologique, bien entendu, mais pas à long terme, pas dans le traitement. On ne parle pas de traitement, mais de déchocage et d'accompagnement. Et des assistants sociaux, des intervenants sociaux en commissariat qui vont aider sur tout le plan sanitaire et social à sortir de ce processus, chercher des hébergements, etc. Et orienter ensuite, cet intervenant social va orienter la personne vers des associations. Sur le local, on va parler par exemple d'SOS Femmes 13 ou du CIDSFF, qui sera plutôt du côté d'Arles. Voilà, vous avez des associations qui sont bien en place et qui vont aider à sortir de ce processus de violence. Alors, quand on va mettre en place une initiative, parce qu'il y en a une qui est née d'initiative sur un de nos partenaires qui a repris le hashtag, qui est à La Réunion, c'est l'AFPAR, c'est l'Association pour la formation pour adultes à La Réunion, qui a réussi à se faire aider par des déménageurs pour aider ces femmes qui veulent quitter leur logement d'urgence à avoir un déménagement gratuit. Si on veut monter ce type d'initiative pour aider, comment fait-on? Il faut proposer des projets préfecture, il faut proposer des projets auprès des associations. Après, il y a quelque chose d'important à rappeler, c'est que toutes les personnes peuvent dénoncer des violences conjugales et peuvent aider une personne, d'accord, une personne qui est dans la difficulté. Si on veut monter un tel dispositif d'aide, se rapprocher en effet de la préfecture, des cellules qui existent déjà sur les plans locaux. Alors certains, ce qui est très difficile dans ce cas-là, c'est de ne pas franchir la ligne de la vie privée. C'est-à-dire qu'on veut bien aider, mais il ne faut pas non plus aller outrepasser la limite qui est celle d'aller s'occuper de ce qui ne nous regarde pas. Comment on arrive à faire la distinction là? Quand il s'agit, vraiment, ce qui est important, c'est d'évaluer le danger. Si vous avez une personne qui a peur de rentrer chez elle parce qu'elle sait qu'elle va subir des violences et qu'il y a un caractère d'urgence, là, on ne se pose pas la question de la vie privée. On fait le 17, le numéro d'urgence, et on déclenche une action police. C'est vrai que c'est à huis clos, les gens se disent « ça ne me regarde pas ». Ce qui se passe chez les gens, ça ne me regarde pas. Ou si elle ne va pas elle-même à la police, c'est qu'elle accepte les violences. Non, c'est pas ça. C'est ce processus qui est compliqué et qu'il faut comprendre. Une femme qui est victime de violences conjugales va pas elle va pas le chanter sur les toits, elle va se cacher, elle va dissimuler. C'est difficile. Le rôle important que vous avez, en tout cas dans les sociétés, c'est le rôle de repérage. Je me mets à disposition d'eux, Voilà. Et donc, ce faisant, si j'ai mon hashtag et ta collègue sur mon fond d'écran, je dis, voilà, je suis là, tu peux venir et je te repère pour t'aider à sortir de cette situation. Tout à fait. Voilà, s'identifier comme personne repère, l'aider à libérer la parole en toute confidentialité, parce que comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui se passe dans le secret, dans la famille, elle n'a pas forcément envie que toute la société ne le sache. Donc vraiment créer, avec cette personne repère, ce climat, cet espace de parole, et ensuite l'orienter, police, priorité, d'accord, les services de secours, police ou gendarmerie, et ensuite les associations. Selon la phase à laquelle elle se trouve, si elle est prête à franchir le pas, si elle est prête à aller en procédure, c'est pas comme il faut savoir qu'une personne qui va déclarer des faits de violence conjugale, elle va pas déclarer un fait de vol de véhicule. Les enjeux sont complètement différents. Un vol de véhicule, vous allez déposer plainte, on va vous donner un récépissé, vous allez appeler votre assurance, on va vous rembourser la voiture plus ou moins bien. Allez, ce sera la seule déception que vous aurez. Peut-être l'unique déception, c'est d'avoir gagné moins d'argent en fait que ce que vous avez pensé. Une femme victime de violence conjugale, elle va se poser la question des enfants. Elle va se poser la question de l'affect, de l'amour. Elle va quitter son conjoint. En tout cas, elle va déposer plainte contre lui. Elle va être dans la culpabilité, dans l'emprise de l'auteur, le relogement. Si c'est une personne qui a été isolée
Il y a des personnes qui ne peuvent plus aller travailler, puisque l'agresseur exige qu'elles n'aillent plus travailler. C'est ce qu'on appelle les violences économiques et administratives. Eh bien, elle va, comment dire, elle va devoir Il va falloir qu'elle passe au-dessus d'un obstacle qui est... au-dessus d'obstacles qui sont énormes pour elle. Et si en plus de tout ça, eh bien, elle ne connaît pas tous les dispositifs qui existent, elle est dans la méconnaissance de l'institution, de dispositifs. Et tout ça, eh bien, il va falloir l'aider. Il faut vraiment la soutenir, surtout si elle est dans un état de psychotraumatisme. Elle est très affaiblie, il faut le comprendre. Une femme victime de violence conjugale, elle est affaiblie physiquement et psychologiquement. Alors pour aider nos internautes qui sont dans l'entreprise et qui sont dans un open space avec des collègues, est-ce que vous avez quelques signaux forts et signaux faibles pour repérer que là ou là, potentiellement, il y a une victime de violence? Il n'y a pas de profil type de victime de violence conjugale, comme il n'y a pas de profil type d'auteur. Ça touche toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les cultures, d'accord, voilà. On peut pas se dire, ah, celle-là, elle est plus propice à être victime de violence conjugale. Non, c'est une personne qui, vous allez la voir dépérir de toute façon au fur et à mesure de sa relation. Donc ça, ce sont les signaux faibles. On commence à avoir quelqu'un qui se renferme, on commence à avoir quelqu'un qui se désocialise. Quelqu'un qui va être toujours sur la défensive, qui est toujours en alerte. Une personne qui a physiquement déjà, qui peut porter des stigmates des violences. D'accord ? Vous avez toutes les blessures. D'accord, des griffes, des cheveux, elle va porter des lunettes, elle va se maquiller beaucoup, elle va porter des vêtements longs, d'accord, elle va éviter certaines discussions, elle va être un peu elle va tenter de s'échapper et d'échapper à certaines discussions. Une personne qui va être amaigrie, une personne qui va développer des addictions, une personne qui va rentrer dans une dépression, qui peut avoir des conduites à risque, conduites addictives, voire pousser jusqu'au suicide. C'est une personne qui va manquer le travail pour ne pas montrer ses blessures, ou parce qu'elle est mal, ou parce qu'elle ne peut pas venir travailler, parce qu'on lui interdit de venir travailler. Si vous avez votre collègue de travail en face de vous qui n'arrive pas habillé comme Karine aujourd'hui, mais avec 35 degrés dehors, des manches longues, tous les jours de la semaine, et que c'est un peu pour vous pas en phase avec, on peut s'en inquiéter une fois, on peut s'en inquiéter deux fois, on peut être vigilant à la troisième et se rendre compte qu'il peut y avoir des traces de coups sur les endroits qui sont cachés. Par exemple, si elle a un œil au beurre noir 3 fois dans la semaine, la première fois on lui dit de bien fermer toutes les portes pour que la nuit, dans le noir, elle n'en prenne pas une dans la figure. La troisième fois, soit il faut enlever la porte, soit c'est pas ça, quoi. Et ça fait partie de ces signaux-là sur lesquels il faut être vigilant. On est à disposition parce que on rentre dans la vie privée des gens, on ne sait jamais ce qui se passe une fois que la porte du logis est fermée. Ce qui se passe derrière, on ne le sait pas. Mais on a des doutes et pour éviter qu'il y ait encore 149 féminicides, je crois, en 2019, pour éviter qu'on recommence un cycle comme celui-là, on aide sa collègue. Et puis avec ces renseignements sur les associations d'aide aux victimes, on essaie de les aider au mieux. Et normalement, on devrait pouvoir éviter quelques catastrophes et libérer quelques personnes. Merci beaucoup, Karine, d'être venue nous voir. Je voulais juste rajouter, de dénoncer des faits ne fait pas de vous un délateur. Par contre, c'est un véritable acte citoyen et ça, il faut le garder à l'idée. Sinon, ça peut être un non-assistance à personne en danger aussi. On peut se retrouver, en tout cas, en difficulté aussi sur le plan judiciaire. Merci beaucoup, Karine. De rien, merci.